jet-setteuse, copine de footballeurs, amie de stars américaines comme DJ Khaled, YG Marley, le petit-fils de Bob Marley, Eva Longoria, voyage en jet privé, soirée folle, vie de luxe, piscine à débordement, elle avait tous les signes de la réussite. Mais cette réussite apparente cachait un lourd secret. Un secret qui a fini par éclater au grand jour, la plongeant dans une chute vertigineuse et un ticket pour la case prison. Qui est notre star du jour? Comment s'offrait-elle cette vie de rêve? Et comment ses rêves et sa réussite apparente ont fini par détruire sa vie? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom sur un génie. Dans cette vidéo, nous ferons un zoom sur la carrière borderline d'une génie du marketing qui a revêti les apparences d'une comptable responsable afin de détourner plus de 100 millions d'euros à ses proches et anciens employeurs. Son ex-conjoint, Cultura, l'INSEC, Kiabi, ils y sont tous passés. Comment une simple employée a réussi à détourner plus de 100 millions d'euros? Et est-ce possible qu'elle ait pu faire ça toute seule, comme affirmé dans les médias mainstream? Voici autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans les prochaines minutes. Petite info utile, si vous êtes dirigeant d'une entreprise ou jeune entrepreneur, je vous invite vivement à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car en plus de découvrir comme tout le monde les dessous de cette histoire incroyable, je partagerai avec vous à la fin de cette vidéo 4 leçons essentielles à tirer de cette expérience afin d'éviter de vous faire voler par vos employés. Mais ça, ce sera après le jingle. C'est parti! Tout commence avant 2017. Aurélie, jeune étudiante bordelaise, fait ses valises et atterrit en région parisienne afin de faciliter ses chances d'accès à l'emploi. Lors des soirées parisiennes de réseautage, elle finit par rencontrer un jeune joueur de football. Cette rencontre anodine va changer la vie d'Aurélie à jamais. De l'argent, elle n'en manquera plus jamais. Mais l'honnêteté, elle le perdra à vie. Ensemble, retournons sur la chronologie des faits. Dès leur rencontre, Aurélie ment à son nouveau petit ami en se faisant passer pour une héritière de vignerons bordelais. Pour accréditer son mensonge et valider son branding, Aurélie offre des cadeaux luxueux à son nouveau petit ami. Vêtements, montres de luxe, ce dernier se retrouve sous son charme. Mieux, il sait désormais qu'Aurélie n'est pas avec lui pour son argent, mais parce qu'elle l'aime sincèrement. Le rêve de tout homme. Mais ça, c'était sans compter sur la face cachée du génie d'Aurélie. Le génie de maquiller les faits et de tromper par les apparences. Aurélie a commencé son parcours de détournement avec son ex-conjoint, le footballeur professionnel. Profitant de sa confiance, elle a manipulé ses comptes bancaires, ses chèques et certains de ses investissements. Ainsi, elle a utilisé des techniques de falsification de documents et de transfert bancaire pour masquer ses actions et que son copain ne s'en rende pas compte tout de suite. Ces malversations lui ont permis de détourner environ près de 2 millions d'euros sur les comptes de son ex-conjoint. Pour faire simple, chaque cadeau que son ex-conjoint a reçu de la part d'Aurélie était payé par lui-même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, au moins, on ne reprochera pas à Aurélie de ne pas être douée en comptabilité. Elle sait jouer avec les chiffres et notamment les données comptables. D'ailleurs, c'est son talent pour les chiffres et sa capacité à bien se vendre qui l'emmèneront chez Cultura en 2017. Après s'être entraînée avec son ex-conjoint, Aurélie y a donc été embauchée comme assistante trésorière chez Cultura. Là-bas, elle a utilisé des cartes bancaires professionnelles pour détourner près de 60 000 euros. Vous avez bien entendu, 60 000 euros. Pour y arriver et se couvrir, elle a généré de fausses factures et modifié les RIB des bénéficiaires pour transférer l'argent sur ses propres comptes. Dès que Cultura s'en est rendu compte, ils l'ont licenciée et lui ont demandé de rembourser ce qu'elle a détourné. Mais ils n'ébruiteront pas cette affaire. Retenez cette information, le fait qu'ils n'ébruiteront pas cette affaire. Et c'est donc le cœur léger et sans mention sur son casier judiciaire qu'Aurélie a atterri à l'INSEC Grande École en 2018. Aurélie a donc rejoint cette école de commerce privé en tant que trésorière. On pourrait se dire que son expérience chez Cultura aurait calmé ses ardeurs et lui aurait fait faire profil bas. Mais non, vous ne connaissez pas Aurélie.
Rappelez-vous, Aurélie aime la vie de luxe, vivre au-dessus de ses moyens. C'est donc avec sérénité qu'elle remet à nouveau le couvert, mais cette fois-ci, elle a détourné 750 000 euros. Même méthode, générer de fausses factures, remplacer les RIB des bénéficiaires par les siens. Cette fraude est à nouveau passée inaperçue pendant près de 10 mois avant d'être découverte par un audit interne. Rebelote, l'INSEC s'en rend compte, la licencie, lance une procédure judiciaire et lui demande de rembourser. Cependant, ils n'ébruiteront pas cette affaire, ça fait 2 fois. Naturellement, pour une école de gestion et de finances, se faire arnaquer ou passer pour un mauvais gestionnaire financier ne fait pas bonne presse. Mais ce manque de communication, ce manque de punition pour ces fraudes emmènera Aurélie à passer au stade supérieur. Pour faire le bilan, son escroquin, Cultura, l'INSEC, tout ça n'était que de l'échauffement pour Aurélie. Maintenant, elle sait mieux que quiconque comment ne plus se faire prendre. Et en tant que bonne stratège et marketeur, elle se met en statut entrepreneur et propose du consulting. Une fois de plus, à travers son réseau, elle décroche un marché avec Kiabi, comptable et gestionnaire financier externalisé. Une fonction qui, vous allez le voir, va permettre à Aurélie de faire un braquage incroyable. Son coup le plus spectaculaire. En attente de son procès et d'une décision de justice sur l'affaire avec l'INSEC, Aurélie démarche chez Kiabi, toujours avec un casier judiciaire clean. En juillet 2023, elle a ouvert un compte bancaire à l'étranger au nom de l'entreprise et y a transféré des fonds. Elle a utilisé une technique sophistiquée appelée compte rebond pour faire transiter l'argent par plusieurs comptes bancaires, rendant ainsi le suivi de l'argent difficile. Elle a aussi suggéré à l'entreprise d'investir dans des actifs et une fois qu'elle avait le go, elle simulait l'opération tout en prenant le soin de falsifier le RIB et de faire atterrir les fonds dans l'une de ses sociétés écrans. Montant de la casse, plus de 100 millions d'euros détournés. Encore une fois, elle ne sera pas plus inquiétée que ça. Car Kiabi s'en rend compte, la licencie, lance une procédure judiciaire et lui demande de rembourser. Pareil, ils éviteront d'ébruiter cette affaire. Désormais riche et consciente que sa liberté est en danger, Aurélie change radicalement de vie. Elle entame une reconversion professionnelle en tant qu'architecte d'intérieur aux USA. Après avoir donc quitté Kiabi à l'été 2024, Aurélie s'est installée à Miami, où elle a entamé une nouvelle carrière en tant qu'architecte d'intérieur. Elle a donc travaillé pour une société spécialisée dans le luxe, chargée du design de villas et de yachts pour des célébrités. Là-bas, elle a rapidement gagné en notoriété, décorant des espaces pour des clients prestigieux. Et c'est dans l'exercice de ce métier qu'on a pu l'apercevoir avec des célébrités américaines comme DJ Khaled, Y.J. Marley, le petit-fils de Bob Marley, Eva Longoria et plein d'autres. Mais l'histoire folle d'Aurélie, une femme désormais entrepreneur célèbre qui a réussi à s'enrichir, s'apprêtait à prendre une fin peu glamour, et ce, sans qu'Aurélie elle-même ne s'en rende compte. En effet, le 12 août 2024, Aurélie a été arrêtée à sa descente d'avion en Corse après un séjour en Italie. Lors de son arrestation, les autorités ont découvert plus de 500 000 euros de vêtements et bijoux dans ses bagages. Aurélie a été placée en détention provisoire et mise en examen pour escroquerie, blanchiment d'argent en bande organisée. La procédure est en cours et les médias ont commencé à en parler. Voilà comment le monde entier a commencé à entendre parler des réalités cachées derrière les apparences excessives de réussite d'Aurélie, comment elle pouvait se payer ce train de vie qu'elle affichait sur les réseaux sociaux, train de vie qui a donné envie à plus d'un. Et c'est justement le point sur lequel j'aimerais qu'on prenne un instant pour échanger. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui est le suivant. Arrêtez d'envier la vie des gens sur les réseaux sociaux. La vie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Il y a des gens qui ont moins d'argent que vous, qui sont moins heureux que vous, mais qui arrivent à vous donner l'impression que leur vie est mieux que la vôtre. Vous ne savez pas ce que les gens font pour avoir de l'argent. Certains volent comme Aurélie, mais d'autres vont jusqu'à sacrifier leur propre famille. Est-ce ce dont vous avez envie? Est-ce la vie que vous voulez? Il y a des gens, ils ont l'argent, certes, mais les problèmes qui vont avec vous feront avoir un arrêt cardiaque en moins de 24 heures.
Beaucoup pensent que le plus important est de réussir. Mais je peux vous garantir que le plus dur n'est pas de réussir. Le plus dur, c'est de se maintenir au top. Là-bas, en haut, tous les coups sont permis. Vous dealez autant avec des humains, des monstres que des esprits. Alors, faites attention aux rêves que vous avez. Faites attention aux gens que vous suivez. Faites attention aux personnes que vous idolâtrez. Faites attention à ce que vous consommez comme contenu. En ce qui concerne les dirigeants d'entreprise, quelles leçons tirer essentiellement de tout ceci? Dans toute cette histoire, j'ai vu 4 warnings. Le premier point va être sur le contrôle de référence. Comme on a pu le voir, la question qui serait bien de se poser, c'est est-ce que ces entreprises ont fait un contrôle de référence? Ou elles se sont juste basées sur la notion de réseautage pour recruter Aurélie? Ce point soulève une question très importante, celle de la kakistocratie. On retrouve dans beaucoup d'entreprises, qui finissent d'ailleurs par couler, cette notion de fonctionner en réseau et uniquement qu'en réseau. C'est bien, d'une part, ça garantit le fait de recruter quelqu'un de sûr, de fiable probablement, mais de l'autre côté, ça emmène aussi à des déboires, comme on a pu le voir avec Aurélie, de recruter par familiarité. Pas parce que la personne est forcément compétente, pas parce que vous avez fait des vérifications et que vous êtes sûr que la personne répondra à votre besoin, mais juste parce que la tête de la personne vous revient et que vous êtes sûr que cette personne partage des valeurs pas forcément nobles comme les vôtres, qu'elle n'ira pas vous dénoncer ou qu'elle ne vous fera pas à l'envers. Mais le piège, c'est que quand vous recrutez un loup, vous plaignez pas d'avoir été mordu. C'est bien les recrutages par réseau, mais c'est mieux de recruter une personne avec les bonnes compétences et de le mettre au bon endroit. Si vous avez de bonnes valeurs et un bon comportement, il n'y a aucune raison qu'un collaborateur vous trahisse. Si c'est le cas, ça aurait été une mauvaise expérience. Mais ce n'est pas à cause de cette mauvaise expérience que vous allez totalement changer et ne plus donner la chance aux personnes qui ont réellement le talent de vous prouver que eux, ils sont des personnes de valeur. Le deuxième point qui a été vu dans tout ça, c'est notamment les systèmes de sécurité. Il s'est avéré que les entreprises en question dans lesquelles Aurélie B est passée avaient notamment des outils de gestion. La question qu'il faut se poser, c'est quels sont les niveaux de validation qu'il y avait sur ces outils de gestion? Et c'est à ce moment précis qu'il y a la question qu'on doit se poser de savoir si elle a pu faire ça toute seule. Surtout quand vous êtes externe, par exemple, quand on prend le dernier cas, rien n'est validé sans une validation de quelqu'un d'interne. Donc, ce point soulève des questions auxquelles nous n'avons pas encore réellement de réponse. Il faudrait fouiller un peu plus là-bas. Il y a des choses à découvrir, j'en suis convaincu. En ce qui vous concerne, vous, je pense qu'il va être important de pouvoir renforcer vos systèmes de sécurité et de contrôle interne. Ça va vous permettre de détecter rapidement toute activité suspecte. Vous pouvez par exemple faire des audits réguliers via des prestataires externes, mettre en place des systèmes de surveillance avancés afin de prévenir de telles fraudes. Le troisième point va être le manque de formation et de sensibilisation. Ok, dans l'hypothèse que personne n'est impliqué à part elle, cela soulève alors une autre problématique qui est la suivante. Les collaborateurs dans ces entreprises-là ne sont pas assez sensibilisés à la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un gros gap entre le marché et l'entre-soi de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur monde. On vous parle de hacking, phishing, détournement. On vous parle de collaborateurs pas fiables. Ce qu'il faudrait faire serait de former, de sensibiliser notamment vos employés aux risques de fraude et aux techniques de détournement. Vos dirigeants ou les collaborateurs censés suivre notamment ces fonds-là, des risques qu'il peut y avoir. C'est vrai que des gens en ont peur parce que ça peut donner des idées aux employés pour voler. Mais en même temps, il faut savoir que vous, ça va vous protéger parce qu'un employé qui vole quand même malgré ça, c'est vraiment quelqu'un à qui il faut laisser aucune chance. Vraiment, vraiment aucune chance. Et ça va nous emmener sur le dernier point. Le quatrième point, les conséquences légales. Je suppose qu'ils ont dû faire un contrôle de base, notamment sur son casier judiciaire. Ils ont vu qu'elle n'avait rien. Alors qu'en réalité, si dès les premières infractions, que ce soit son ex-compagnon, lui les footballeurs, je suppose qu'il ne voulait pas avoir de problème avec la presse, comme les entreprises aussi. Il ne voulait pas étaler sa vie, notamment dans les médias et sur la place publique, mais ça a permis du coup à Aurélie de s'engouffrer et de continuer à perpétrer ses vols. Donc, je pense qu'il est important que peu importe le statut de l'employé, il est important pour les entreprises d'être prêtes à prendre des mesures drastiques, des mesures strictes contre les fraudeurs afin de dissuader tous les autres employés potentiels qui auront l'idée ou l'envie. Si vous ne faites pas ça, c'est la porte ouverte en fait chez vous. Les gens se diront,
qui peuvent venir voler quand ils veulent et comme ils veulent. À vous de voir. En tout cas, l'histoire d'Aurélie B est un rappel brutal des dangers de la fraude interne en entreprise et de l'importance d'accorder un regard spécial sur des politiques de vigilance et de transparence en matière de gestion des entreprises. Que pensez-vous de l'histoire d'Aurélie B? Un employé vous a-t-il jamais volé? Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire d'Aurélie? Vous êtes le bienvenu dans la section commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner pour aider cette chaîne à grandir. À bientôt sur Docteur Carrière TV.